tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, sujet intéressant, même si ce n'est pas mon préféré, des préférés. MU79 et 84 ou encore Z8100 numéroté par la SNCF. Donc un matériel utilisé sur le RRB actuel, mais dépassant quasiment les 40 ans. C'est un parc qui a déjà dépassé les 40 ans d'exploitation, voyageurs et de maintenance. Donc nous allons voir ici les problématiques. Nous allons voir ici quand même les qualités parce que ce n'est pas parce qu'il est inadapté que ça fait de lui un matériel qui n'a aucune qualité. Il y en a, mais est-ce que ces qualités sont suffisamment apaisantes, ou pas forcément apaisantes, mais sont suffisamment, comment dire, importantes pour pouvoir répondre à ces problématiques? Nous le savons très bien que non, mais on va essayer de décortiquer chaque étape technique que dégagent les Z8100 du RERB, et ce qui fait que leurs défauts, malheureusement, représentent une vraie problématique. Concernant la performance de roulement des Z8100. Alors, premièrement, on voit qu'il n'y a pas de grande différence à peu près, les amis. Donc, c'est des rames qui sont très similaires, pour ne pas dire identiques. Donc, on va mettre en point, les similitudes, ou plutôt les critères identiques qui se partagent entre les deux matériels. Tout d'abord, vous avez l'accélération 1 mètre par seconde, la force de traction. Malheureusement, la force de traction des 1079 et 84 est lente, parce que si vous voulez, en fait, il faut savoir que quand vous envoyez la traction, déjà, en fait, c'est quoi l'effort de traction? L'effort de traction, si vous voulez, c'est le fait qu'il y ait le couple. Le couple, si vous voulez, c'est la force de traction. C'est le couple, et c'est le couple qui est géré par le moteur. D'accord? Donc, si le moteur fournit un couple élevé, forcément, la traction va être plus élevée. Si le moteur génère un couple plus faible, forcément, la force de traction sera plus faible. D'accord? C'est ça le concept de l'effort de traction. Ce n'est pas le démarrage. Attention, les amis, les termes ne sont pas les mêmes. Alors, contrairement à la force de réaction, la force de réaction c'est pareil, hein, mais c'est plutôt convenable, on va dire, pour ne pas dire meilleur ou pire. D'accord? Donc, il y a aussi des points communs en ce qui concerne la masse, le nombre de moteurs et le coefficient d'adhérence. Maintenant, quels sont? Et aussi le freinage de service, parce que ça, j'ai oublié de le préciser. Maintenant, on va revenir aux différences de la performance technique de roulement, bien évidemment. Alors, les différences se trouvent au niveau du freinage d'urgence. Pourquoi le freinage d'urgence? Parce qu'il faut savoir que déjà, au niveau des systèmes de freinage d'urgence, le Mi 84 utilise les patins à électromagnétiques comme les Mi 2N, les Mi 09, le RRNG, les Z50 000 et autres gabarits matériels. Sauf les Z2N qui, elles, n'ont pas les bougies adaptées pour la mise en place des patins électromagnétiques. Sur les Mi 79, par exemple, ils ont 4 patins à électromagnétique. Les amis, un patin à électromagnétique, c'est un bogie. Donc, il faut savoir que déjà, les Mi 84 79 ont 8 bogies. Il faut savoir que sur les Mi, sur les Mi 79, vu que les motrices sont placées aux voitures d'extrémité, ils n'en ont que 4. Ce qui fait qu'en l'occurrence, ça apportera un peu moins de puissance au frein d'urgence, contrairement au Mi 84, je voulais dire Mi 79 pour l'autre, à ne pas confondre. Le Mi 79, 4 patins électromagnétiques, alors que la version Mi 84, il y en a sur toutes les voies, sur tous les bogies, il y en a, que ce soit bogie porteur ou bogie bodeur. Ce qui fait qu'il y a une différence entre 1,15 et 1,20 mètres par seconde. Ce qui fait que le Mi 84 va générer plus de puissance en urgence que si ça n'aurait été la version 79. Maintenant, il faut prendre en compte aussi la puissance massique. La puissance massique, si vous voulez, c'est le calcul de division entre la puissance continue du matériel et la masse du matériel. Il faut savoir que le Mi 84 a une puissance massique plus élevée, bien évidemment, que le Mi 79. Vous voyez, les gars, donc c'est à peu près ça le principe. Maintenant, vous avez aussi la puissance du moteur, parce qu'effectivement, on avait parlé de puissance massique, mais la puissance continue de des Mi 84, des Mi 84, c'est de 2820 kW, alors que la version Mi 79, c'est à peu près 2480. Donc il y a une différence de quasiment 400 kW. Donc, ce qui fait que pour les Mi 84, la puissance d'un seul moteur, c'est de 353 kW, alors que la version Mi 79, c'est de 310. Vous voyez bien qu'il y a une belle différence par rapport à ça. Voilà.
Maintenant, je vais essayer d'expliquer. Alors, bon, avant que j'explique le freinage, je vais aussi parler un peu du coefficient d'adhérence. Il faut savoir que les Mi-84 et 79 sont des rames qui ont souvent tendance à patiner. Donc, ce qui fait que parfois, quand il... Alors, pas que patiner, mais aussi enrayer. Donc, parfois, quand il pleut, ça peut être catastrophique au niveau de l'adhérence. Comme tout matériel, mais à différents degrés. Et comme je vous ai dit, le problème, c'est que les Mi-84 sont des rames qui sont super légers. Ce qui fait qu'ils ont des gros bougies pour soutenir les voitures, c'est-à-dire que la charge est cohérente. Par contre, au niveau de l'adhérence, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Je vous le dis direct. Donc vraiment, c'est mauvais. Ce qui fait que leur coefficient d'adhérence se trouve entre 0,20 et 0,25. Et petite information, les amis, il faut savoir que l'adhérence roue sur rail en acier, parce que les roues ont été conçues en acier, tout comme le rail, bah dites-vous que la surface de contact, le coefficient d'adhérence, parce que tout a été exprimé en chiffres, c'est entre 0,15 et 0,30 en moyenne. Alors que les tramways, ça se joue jusqu'à 0,40. D'accord? Donc c'est pour ça que, moi comme je vous ai dit, plus le coefficient d'adhérence est plus élevé, plus votre train aura une facilité d'accélérer beaucoup plus vite. Parce que la surface de rapprochement est très rapprochée. Et entre la surface de rapprochement de la roue et du rail est très rapprochée, ce qui fait qu'il aura plus de capacité à accélérer. Bah ouais, c'est comme les métros pneumatiques. Les métros pneumatiques ont un coefficient d'adhérence qui se trouve entre 0,55 et 0,70. Ce qui fait que ça bombarde quand ça accélère. Parce que les roues sont suffisamment collées au rail, bon, en l'occurrence ce sont des pistes, pour pouvoir effectuer des accélérations de haute puissance. En plus de ça, si les rames disposent de plusieurs moteurs pour pouvoir faire tourner les roues et aller de l'avant et plus facilement. Et je parle d'accélération, mais même le freinage c'est encore mieux, parce que le freinage c'est ce qui fournit le plus de puissance que contrairement à l'accélération. Forcément le débit de freinage sera toujours plus élevé que celui de l'accélération, ou bien ce sera équivalent. Voilà. Donc je vous ai fait une petite explication vis-à-vis de la performance de roulement. Alors, je ne vous ai pas dit notamment, le freinage des Mi-79, des Mi-84, il freine à l'électrodynamique fournie par les moteurs. Il freine aussi avec le système régénératif, le système électrique. Bon, pour les Mi-84 et 79, c'est une puissance relativement petite, hein, c'est une faible puissance. Après, je ne néglige pas le fait qu'ils ont un dispositif, c'est déjà l'essentiel. Mais ils ont aussi, comment vous appelez ça, le système pneumatique. Il faut savoir que les Mi-84 et 79 freinent au pneumatique intensivement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que déjà, vous avez deux types de commandes au niveau du frein pneumatique via la CG. Vous avez la version pour les bougies moteurs, d'accord? Et vous avez celle pour les bougies porteurs, en gros pour les remorques. Il faut savoir que pour les bougies moteurs ou porteurs, vous avez deux types de manipulateurs. Le manipulateur classique de traction et de freinage dynamique. Le freinage dynamique, c'est en fonction de la puissance du moteur, en fonction de la chaîne de traction. Et après ça, vous avez aussi un manipulateur spécifique pour le frein pneumatique. Et ce manipulateur-là est contrôlé, pas contrôlé, mais je veux dire, est stocké à travers un robinet de mécanicien. Ça veut dire lorsque vous allez actionner le frein pas d'urgence, mais de frein pneumatique, vous allez vider l'air qui se trouve au niveau. Et le robinet va vider l'air, justement. Ça fait... Et quand ça fait... c'est que vous libérez l'air en fonction du freinage que vous allez y mettre via le pneumatique. Après aussi, dans la ligne, plutôt dans la CG, vous avez notamment le valve d'urgence, en gros le champignon rouge, et vous avez les équipements de sécurité, c'est-à-dire le valve d'échappement. Et tout ça sont commandés par la conduite générale. Bien évidemment, le manipulateur de traction-freinage ne dépend pas de la CG, mais dépend de ce qu'on appelle la ligne électrique de commande, qu'elle soit traction ou freinage. Et il faut savoir que pour la version bougie moteur, vous avez les distributeurs de frein, comme d'habitude, qui sont suivis du réservoir auxiliaire, parce que c'est grâce au réservoir qu'on contient l'air. Et c'est en fait le tout, si vous voulez, c'est grâce au compresseur. C'est les compresseurs qui permettent de stocker l'air et de les distribuer aux freins, notamment aux distributeurs de frein, comme je vous ai dit. Et les distributeurs de frein vont jouer un rôle important avec la ligne de commande électrique qui, elle, va interagir en transmettant ça au transducteur électropneumatique. Donc, ils vont jouer ensemble un rôle. Et après, ça pourrait former ce qu'on appelle le relais pneumatique qui sera contrôlé par un système de débit de pression ou amplificateur de débit, voilà, pas voilà, l'inverse. Et ça va tout ça conduire au frein, au cylindre de frein du version bougie moteur. Ok? Tandis que le bougie moteur, bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez freiner avec le frein dynamique ou
de commande de traction et de freinage. Bon, ça, c'est pour l'utilisation du manipulateur de traction. Maintenant, pour la version pneumatique du cylindre de frein via au bougie porteur, bah, c'est plus simple. Vous avez le distributeur de frein, donc le décodeur de consigne, qui est contrôlé par un réservoir d'air. Et avec le réservoir d'air et le distributeur de frein, bah, c'est contrôlé par le relais pneumatique, en gros l'amplificateur débit et de pression, mais propre cette fois-ci à l'utilisation des bougies porteurs. L'autre, c'était pour les bougies moteurs. Ce qui fait qu'enfin, ça permet d'actionner le cylindre de frein, mais version version bougie porteur. Ce qui fait que quand le MI84 et 79 freinent, il faut savoir qu'ils freinent en freinage, comment vous appelez ça? Au freinage pneumatique. D'abord, le freinage pneumatique. En fait, je vous explique. Quand le MI84 freine en règle générale, il freine au dynamique. Au freinage dynamique, c'est-à-dire le freinage du moteur, et au freinage et le freinage régénératif, excusez-moi. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il va aussi freiner au pneumatique, mais cette fois-ci avec les cylindres de frein au bougie porteur. Parce que les bougies moteurs sont déjà utilisées pour le freinage dynamique, électrodynamique ou régénératif. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quand ils vont freiner en fin de vitesse, parce qu'il faut savoir que d'abord en grande vitesse, vous freinez d'abord à l'électrique et à l'électronique, les deux dispositifs vont se désactiver et laisser place au pneumatique. Maintenant, il faut savoir que comme les bougies porteurs ont déjà freiné au cylindre de frein, en même temps que les équipements électroniques et électriques, en fin de vitesse, c'est-à-dire vers 7 km/h, c'est là que ça va freiner au pneumatique. Les bougies porteurs vont passer du système électronique et électrique en système pneumatique avec les cylindres de frein dans les dispositifs que je vous ai expliqués à travers la conduite générale de frein pneumatique de l'air. Voilà les amis. Par rapport à cette performance, tout est pareil, tout est identique. Ne venez pas me dire que c'est différent, c'est pareil. Peut-être à l'intérieur, les dispositions des places ne sont pas les mêmes. Mais voilà. Mais moi, ce que je trouve assez dérangeant, au-delà du fait que ce soit une rame qui n'est pas capacitaire, ce qui me perturbe un petit peu, c'est les portes. Parce que je me dis qu'il y a autant de portes, il n'y a pas de souci. Et que la distance entre les portes est largement suffisante pour pouvoir mettre des larges portes. Je pense qu'ils auraient dû faire comme les MF01, MP89, etc. C'est-à-dire des portes de 1,6 m de large. Comme ça, on peut aligner 3 personnes. Alors que sur les portes à 1,3 m de large, déjà c'est restreint en termes de largeur. Mais en plus de ça, forcément pour monter, pour la montée, par exemple, au niveau du flux voyageur, vous avez 2 personnes. Ça se joue entre 1 ou 2 personnes qui vont descendre en même temps et 1 ou 2 personnes qui vont monter en même temps. Ce qui fait que c'est parfois même compliqué. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc, ils ont plutôt hérité des portes, pas de type métro, mais de type un peu TER quand même. Parce que ça, c'est des portes de type TER. Pour ne pas dire métro comme, je sais pas moi, M67, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est dommage. Mais déjà, de par aussi sa largeur. Après, on ne va pas se mentir, si vous comparez en fonction des infrastructures, c'est-à-dire la STI, si vous voulez, la STI, qu'est-ce que c'est? La STI, les amis, c'est la spécification d'interopérabilité technique. Donc, technique d'interopérabilité, si on inverse les rôles. Et forcément, il y a aussi l'SRT, la STI SRT, si vous voulez, la SRT, si vous voulez, c'est le tunnel ferroviaire. Forcément, si on répond à ces deux spécifications liées au RER B, c'est pas trop ça non plus quand même. Voilà. Donc en termes de performance de structure, je trouve que c'est pas mauvais pour un matériel de ce type, mais ça ne correspond pas avec la ligne B et encore moins avec la ligne A comme ils étaient plutôt les Mi-84, même s'ils sont fait éjecter par les Mi-09 aussitôt parce qu'apparemment. Et il faut savoir que le Mi-84 était le projet le plus raté du siècle. Je ne parle même pas du Mi-79, les amis. Je parle du Mi-84. C'était un projet raté. Alors que le Mi-61, lui, c'est plutôt. Le Mi-61, c'était plutôt de la vieillesse en continu. Mais le Mi-84, durant sa jeunesse, c'était raté. C'est pour ça qu'il y a eu les Mi-2N qui sont arrivés. Que ce soit celui du RAA. Bon, le RAE, c'était un autre contexte. Mais celui du RAA, il a fallu impérativement les Mi-2N afin de renforcer les Mi-84. Pas les Mi-61 à l'époque. Donc, bref. Par rapport à la structure du caisse, bon, il n'y a pas beaucoup de place assise, voilà, c'est pas un train qui est fait pour s'asseoir, etc. Donc, et aussi par rapport, voilà quoi. Après, attention pour la performance de roulement, bon, ils sont limités à 140 km/h, ça n'a rien à voir que de cette performance, mais au moins je précise. Voilà quoi, bon.
Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Voilà. Il y a beaucoup de portes, ce qui est pas mal, hein. 16 portes, c'est beaucoup pour un Mattel comme celui-ci, mais c'est inadapté à la ligne B. Je m'arrête là. Confort. Alors, la sécurité et le confort, moi, comme je vous ai dit, par rapport à la sécurité de conduite, il faut savoir que les Mi 84 sont adaptés et Mi 79 sont adaptés à plusieurs types de sécurité. Vous avez le KVB, oui, pour le secteur SNCF, vous avez aussi le KCVB. Le Mi 84 était anciennement adapté au SACEM. Bah, comme quoi, je vous ai dit, les amis, ce qui compte le plus pour être compatible au système tel que je vous cite, au niveau de la sécurité conduite, c'est la compatibilité, la compatibilité électromagnétique, c'est-à-dire les nombres de câbles qui se trouvent à l'intérieur du train, c'est-à-dire quand j'ai à l'intérieur du train, les amis, c'est au niveau de l'IHM, l'interface de conduite, bah, à l'intérieur parce que vous avez les boutons que vous voyez de l'extérieur, mais à l'intérieur, vraiment au niveau du dispositif, vous pouvez voir voilà, quoi, les dispositifs qui sont tous raccordés à des câbles, etc. Et forcément, c'est raccordé à des dispositifs, etc. Et ça transite même sur l'ensemble de la RAM. Et pour les dispositifs qui sont encore, on va dire, en dessous comment dire, du poste de machiniste du conducteur, vous avez les dispositifs comme le KCVB, le KVB, etc., la RPS et autres dispositifs de signalisation et de sécurité de conduite pour le conducteur. Donc vous avez aussi tous ces dispositifs en question. Donc voilà, pour le Mi 79. Malheureusement, les Mi 79, le truc que je reproche le plus, et 79 et 84, parce qu'il faut bien le préciser, ce que je reproche le plus sur ces deux Mattel, c'est qu'ils n'ont pas des écrans moniteurs. Et ce qui fait que malheureusement, bah, pour les conducteurs, ils se servent des écrans moniteurs en quai ou bien des miroirs, comme on le faisait à l'époque sur le RER A. Maintenant, comme ils ont les Mi 2Z et les Mi 09 avec les trois écrans moniteurs, bah, ils n'en ont plus besoin. Ah bon, bien sûr, quand je dis les trois écrans moniteurs, les amis, c'est à l'intérieur du train. Alors qu'à l'extérieur, à l'époque, quand il y avait les Mi 84 et Mi 61, ils n'avaient pas ces dispositifs. Et même jusqu'à présent, ils n'ont pas ces dispositifs. Moi, je me suis dit, mais au moins garantir la sécurité des voyageurs au niveau des échanges, mettez des écrans moniteurs. Vous les raccordez grâce à des câbles au niveau du VHM et vous mettez des caméras exprès voilà, pour garantir la sécurité. Et malheureusement, quand vous avez des personnes qui restent bloquées entre les portes, ça peut être au niveau d'un bras ou quoi que ce soit, peu importe les membres musculaires, ce qui fait que le conducteur, lui, n'a pas forcément l'œil sur la personne, l'individu, qu'en accélérant, il peut traîner la personne et ça peut créer un accident parfois même dramatique. Donc c'est pour ça que je vous ai dit les amis que les écrans moniteurs jouent un rôle important au niveau de la sécurité de conduite, mais aussi pour les passagers. Voilà. Donc comme je l'ai précisé aussi d'ailleurs, maintenant parlons de la sécurité voyageur. Alors aussi quand même, on va se mentir, une bonne sécurité. Alors avec la rénovation quand même, parce qu'il faut le préciser, avec la rénovation, je trouve quand même que les Mi 84 et 79, je parle en principe de ceux qui ont été réhabilités en Île-de-France Mobilité, des Mi 84, pas ceux qui ont été rénovés de façon assez suffisante, de façon trop légère et bâclée, parce que c'est un travail qui a été bâclé. Donc pour les Mi 79 qui sont tous maintenant en IDF, avec le partenariat RATP SNCF, et du côté pareil, mais cette fois-ci avec IDF en partenariat SNCF et la RATP, bah, je parle de ces rames qui ont été rénovées anciennement. Il faut savoir qu'ils équipent pas mal de systèmes de sécurité, notamment les vidéoprotections, les plombs ASVA, donc comme sur les Mi 2N LTO. Vous avez aussi le bouton SOS pour les personnes à mobilité réduite, tel que je vous expliquais le fonctionnement à travers le Mi 09. Vous avez aussi, d'ailleurs même le RNG dispose aussi de ce système de sécurité, donc voilà. Et la 750 000 aussi. Vous avez aussi, comment vous appelez je crois que vous avez aussi les annonces sonores. Bah oui, les annonces sonores. Donc pour ça, c'est important. Bah, vu que c'est une ligne qui attire beaucoup de touristes, forcément, bah, vous avez les multilangues, pardon. Et vous avez notamment la ventilation réfrigérée pour le confort voyageur. Au moins, c'est déjà pas mal. Et une bonne luminosité à bord de la rame. Et vous avez aussi des porte-bagages pour ceux qui rentrent, je sais pas moi, qui rentrent dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, etc. Donc, au moins, la rénovation a apporté un plus. Mais ça ne comble pas le problème de la rame, c'est-à-dire la capacité et le vieillissement en continu. C'est pour ça que j'ai dit que les Mi 84 et 79 sont des rames fatiguées, usées et qui sont à bout de souffle. Et quand je vous dis à bout de souffle, c'est vraiment à bout de souffle. Bien que je le prends rarement, parce que c'est pas mon train c'est pas les rames, ou plutôt ce n'est pas la ligne, puisque c'est le RAB qu'on parle, c'est pas le RAB, c'est pas la ligne que j'occupe le plus dans comment dire, de mes journées, non. C'est un train que je peux voir à Gare du Nord, etc., puisque moi je suis un utilisateur que du RER E.
Je suis pas un utilisateur du RB, donc voilà. Mais il faut voir de la manière comment ils sont fatigués. Hein. C'était des rames usées, encore plus que les Mid-Zenéol. Hein. Les Mid-Zenéol ne sont même pas encore arrivés à ce niveau-là. C'est juste que c'est des dégradations d'extérieur, la peinture qui se défraîche, etc. Donc au niveau de la sécurité de conduite et la sécurité voyageur, alors la sécurité voyageur a été optimisée au maximum grâce à la rénovation. Mais je trouve pour la sécurité de conduite, mis à part le fait qu'on parle de la signalisation, mais surtout pour tout ce qui est en contact avec les voyageurs, c'est-à-dire les écrans moniteurs, c'est dommage qu'ils n'en disposent pas. Donc, voilà ce que je pense des Mi 79 et 84. Maintenant, pour les Mi 84 qui ont été bâclés, bah les amis, je vais vous dire un truc, arrêtez de faire les étonnés. Arrêtez d'être étonnés, d'être offusqués. Oui, ils n'ont pas fait mon travail, oui. Mais ce sont des trains qui vont être remplacés d'ici quelques années par les Mi 20. C'est normal qu'ils vont bâcler un travail. C'est tout à fait normal, ça se comprend. Ils ne vont pas faire une énorme réhabilitation sur un matériel qui va être en phase de remplacement et qui est déjà retrait. Sa retrait est déjà acté, mais n'est pas encore mise en place. C'est ça le problème. Et vous ne pouvez pas imposer une réhabilitation hors norme pour un matériel qui va rester peut-être 3-4 ans et dégarpir et laisser place à un nouveau matériel, cette fois-ci, qui répond aux exigences de la ligne B. Les amis, il faut avoir un peu de logique. C'est normal que la réhabilitation de certains Mi 84 ont été quasiment bâclés. Il ne faut pas se poser des questions, Non, ne soyez pas étonnés les amis. C'est tout à fait normal. Donc voilà les amis, je ne suis pas en train de crier, mais je suis en train de vous faire comprendre que c'est ça la vérité. Vous voulez quoi de plus? Voilà les amis, je m'arrête là. Merci d'avoir suivi la vidéo et petit bonus vidéo. À tout de suite.